Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier du Sahara occidental. Le régime marocain tente, à travers ses médias et ses alliés, de présenter l'autonomie comme une solution définitive, presque inévitable. Mais derrière ce discours, il existe des réalités juridiques et politiques qu'on ne peut ignorer. Pour en parler, nous recevons un analyste politique et expert en droit international. Bienvenue. Merci de votre invitation. C'est l'occasion de replacer le débat dans un cadre juridique et politique rigoureux afin d'éclairer nos auditeurs au-delà des discours officiels et de la propagande du Maroc. Alors, pour commencer par la base, quelle est la situation juridique du Sahara occidental ? C'est très simple, le Sahara occidental n'est pas marocain. Depuis 1963, les Nations Unies considèrent ce territoire comme une question de décolonisation. La Cour internationale de justice, dans son avis consultatif de 1975, a affirmé que le Maroc ne détenait aucune souveraineté légitime sur ce territoire. Le peuple sahraoui est le seul à avoir le droit de décider de son avenir à travers l'autodétermination. Cette vérité ne peut être effacée ni par les discours du palais, ni par la propagande médiatique. Mais en 2002, il y a eu un avis juridique important de l'ONU, n'est-ce pas ? Effectivement, en 2002, Hans Corell, alors conseiller juridique des Nations Unies, a présenté un avis au Conseil de sécurité concernant les ressources naturelles du Sahara occidental. Il y a clairement affirmé que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire et n'a pas le droit d'exploiter ses ressources. Cet avis a constitué un soutien majeur pour le peuple sahraoui. Pourtant, certains accords commerciaux continuent d'être signés. C'est vrai, mais il faut rappeler que les institutions judiciaires internationales sont très claires. Ces dernières années, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental. Par conséquent, tous les accords commerciaux conclus par le Maroc, dans les domaines agricoles ou halieutiques, sans consultation et consentement du peuple sahraoui, sont contraires au droit international. Et qu'en est-il des résolutions des Nations Unies ? Les résolutions de l'Assemblée générale de 1979 et de 1980 sont sans ambiguïté. Elles qualifient le Maroc de puissance occupante, donc de colonisateur. De plus, chaque année, la question du Sahara occidental est examinée par la 4e commission de l'ONU, celle chargée de la décolonisation. Le Sahara figure toujours sur la liste des territoires non autonomes soumis au droit de décolonisation. Certains avancent que Washington pousse en faveur de l'autonomie. Cela peut-il s'imposer au Conseil de sécurité ? Les États-Unis peuvent certes influencer les projets de résolution et utiliser leur droit de veto, mais ils ne peuvent pas abolir le droit international. L'Assemblée générale n'est pas sous tutelle américaine et une majorité écrasante d'États défend fermement le principe d'autodétermination. En résumé, Washington peut bloquer, mais elle ne peut pas offrir au Maroc un certificat de souveraineté qu'il n'a jamais eu. Et du côté de Moscou et de Pékin ? Ni la Russie, ni la Chine ne laisseront créer un précédent dangereux. Toute remise en cause du droit à l'autodétermination pourrait se retourner contre elles dans des dossiers comme la Tchétchénie, Hong Kong ou Taïwan. Elles savent parfaitement que ce dossier dépasse le simple cadre régional. Un dernier mot, pourquoi le Maroc refuse-t-il toujours le référendum prévu par l'ONU ? Parce que le Maroc sait qu'un référendum authentique mettrait fin à son occupation. En 1991, lorsqu'il a accepté le cessez-le-feu, la condition essentielle était l'organisation de ce référendum. Mais une fois ses forces installées sur le terrain, Rabat a multiplié les blocages, contestation des listes électorales, débats sans fin sur l'identité des électeurs, puis imposition de l'autonomie comme unique option. En clair, le Maroc a utilisé le cessez-le-feu pour geler la guerre avant de se soustraire à son engagement principal, le référendum. C'est un mépris non seulement pour le peuple sahraoui, mais aussi pour le droit international et pour l'ONU elle-même. Merci pour cette analyse franche et éclairante. Chers auditeurs, la conclusion est claire. Le Maroc tente d'imposer le fait accompli, soutenu par des calculs géopolitiques, mais le droit international, les résolutions de l'ONU et la détermination du peuple sahraoui restent des obstacles majeurs. Ignorer ces réalités, c'est menacer la stabilité de toute l'Afrique du Nord.